Donc bonjour à tous et à toutes et merci donc d'être présent et présente pour cette présentation du master études sur le genre. J'imagine que l'enjeu pour la plupart d'entre vous, c'est les candidatures qui seront bientôt ouvertes pour donc entrer dans cette formation. Donc, je vais essayer, voilà, en quelques minutes, de vous présenter la formation, peut-être de répondre déjà à un certain nombre de vos questionnements, et ensuite, comme le disait Cédric, on aura un temps d'échange pour répondre à des questions auxquelles je n'aurais tout simplement pas répondu. Alors, quelques mots tout de suite sur ce master études sur le genre, qui a plusieurs particularités puisque c'est une formation à la fois pluridisciplinaire et à distance, qui est portée par 5 universités, l'Université de Nantes, d'Angers, du Mans Université, de Rennes 2 et l'Université de Bretagne occidentale. Et je le redirai tout à l'heure, pour autant, c'est l'Université d'Angers qui centralise l'intégralité des inscriptions. Donc il faudra vraiment vous centrer sur Angers, même si c'est une formation portée par 5 établissements partenaires. Je suis donc Laïma Nafi, la responsable de la formation, et vous voyez sur le diaporama qu'il y a 3 autres responsables du Master 1, du Master 2 Corps et biopolitique et du Master 2 discrimination. Mais pour les questions qui sont relatives donc aux candidatures, il ne faut pas hésiter à m'envoyer voilà, prioritairement vos questions. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche également. Donc un master qui a la particularité, donc je le disais, d'être pluridisciplinaire, d'être à distance et qui a pour autant vocation à créer du lien entre les étudiants et étudiantes. C'est pourquoi nous avons organisé dès le début de la formation, on a ouvert en 2019, 2 journées de rentrée qui ont lieu courant septembre. Alors cette année, ce sera le 21 et le 22 septembre 2023. Elles ont lieu alternativement dans les universités partenaires. Donc cette année, elles auront lieu à Brest. Et ces 2 journées de rentrée sont obligatoires dans le sens où ce sont elles qui permettent véritablement voilà, de nous rencontrer, de faire corps, de faire groupe. Et c'est là où on va prendre le temps aussi voilà, de vous donner l'ensemble des informations qui permettent le bon suivi tout simplement de la formation. Et autre spécificité, j'y reviendrai, si l'enseignement est entièrement à distance, pour autant, dans un des 2 parcours du Master 2, le M2 discrimination, il y a aussi des rencontres spécifiques sur quelques jours qui sont là aussi obligatoires. Je reviendrai là-dessus. Donc, on a un enseignement à distance, mais malgré tout, quelques temps, quelques moments dans l'année qui sont des temps de rencontre. Ce master comporte aujourd'hui une centaine d'étudiants et d'étudiantes. Pour le M1, on a une admission d'une quarantaine de personnes chaque année, avec donc des redoublants et redoublantes autour de 10. Enfin, redoublants, redoublantes, ça peut être des personnes qui avaient de toute façon prévu de faire leur master 1 en 2 ans, par exemple. Mais il faut imaginer, donc, on a voilà, un nombre d'étudiants et d'étudiantes assez important. Mais bien sûr, malheureusement, c'est plutôt ça qui ne correspond pas pour autant à la forte demande, puisque depuis un certain nombre d'années maintenant, on reçoit environ 200 candidatures en M1 pour donc 40 places seulement. C'est bien sûr pas un choix de notre part d'être aussi sélectif, mais ça répond tout simplement à la situation voilà, dans notre université, dans nos universités, qui fait qu'on n'a pas une possibilité d'encadrement supérieur. Et pour pouvoir suivre l'intégralité de nos étudiants et étudiantes de manière voilà, à la fois sereine, mais aussi pertinente et efficace, on doit réduire, restreindre le nombre d'étudiants et étudiantes pour assurer donc la meilleure formation. Je reviendrai sur la question de la sélection un peu plus tard. Le master, donc c'est une centaine d'étudiants et d'étudiantes et à peu près autant, quasiment, d'enseignantes et d'enseignants-chercheurs qui sont spécialisés en études sur le genre et qui vont participer à la formation, soit en donnant des cours, soit en officiant en tant que directeur ou directrice de mémoire. Donc c'est vraiment une formation qui regroupe un nombre d'enseignants et d'encadrantes extrêmement important. C'est une formation pluridisciplinaire, je le disais à l'instant, qui s'ouvre à une variété de parcours, de profils, mais aussi à une variété d'enseignements. On a 3 grands champs pluridisciplinaires qui sont représentés, les sciences humaines et sociales,
qui représente le champ majoritaire, mais aussi art, lettres et langues, et puis droit, économie, gestion. Ce qui ne veut pas dire que si vous n'avez pas fait ce genre de parcours, vous ne pouvez pas rentrer dans le master, j'y reviendrai, mais la plupart de nos étudiants et étudiantes ont suivi l'un de ces trois domaines en fait d'études en quelque sorte. Donc, je reviens un peu plus précisément sur l'enseignement à distance pour vous dire que peut-être que certains et certaines d'entre vous ont été en licence ces dernières années et ont donc eu à subir les affres de l'enseignement à distance improvisé à cause du Covid, de la pandémie. Là, on est dans un tout autre esprit puisque la formation a été pensée bien avant le Covid par des professionnels de l'ingénierie pédagogique via une plateforme qui a été pensée pour la formation et qui est gérée encore aujourd'hui par ce qu'on appelle le Lab UA, qui donc rassemble les ingénieurs pédagogiques à l'Université d'Angers et qui ont donc créé un interface spécifiquement dédié en fait à la formation, qui est particulièrement simple, voilà, d'accès, d'utilisation, assez ergonomique aussi, et qui permet véritablement de suivre un enseignement à distance dans de très très bonnes conditions. Alors, nous avons fait le choix d'une variété de formats pour les cours, dans le sens où si on ne proposait que des cours vidéo ou que des cours audio, bah, ça a tendance à être un petit peu redondant ou lassant au bout d'un temps. Donc, on a laissé aussi le choix, bien sûr, aux enseignants, aux enseignantes de varier les formats. Et donc, vous trouverez à la fois de ce qu'on appelle des cours scénarisés. Un cours scénarisé, il faut imaginer comme un petit site autonome où un cours va être à la fois téléchargeable mais aussi consultable directement sur le web avec des incrustations d'images, de vidéos ce qui n'est pas donc un simple PDF, voilà, ou un cours tapé en Word qui est transformé en PDF. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cours scénarisés. Il y a aussi ce qu'on appelle les diaporamas sonorisés, ou peut-être que vous avez déjà eu affaire à ce genre de format, où vous avez donc la voix de votre enseignant-enseignante qui est accompagnée du défilement des diaporamas. Parfois des vidéos, mais ce sont des formats, il faut le dire, aussi assez coûteux hein, pour une université publique, donc elles sont minoritaires. Et puis aussi ce qu'on appelle des classes virtuelles, qui sont donc des temps fixés en fait à date et horaire fixés à l'avance, qui nous permettent d'échanger directement avec vous. Et bien sûr, pour les personnes qui ne pourraient pas suivre ces classes virtuelles donc aux dates fixées, elles sont enregistrées, ce qui permet de les suivre là aussi lorsque c'est possible, tout simplement pour vous. Pour faire en sorte d'encadrer au mieux cet enseignement à distance, parce qu'on a bien conscience que ça demande des capacités d'autonomie, mais aussi de motivation personnelle qui sont particulièrement importantes. J'insiste sur cette dimension-là. Il faut vraiment se poser la question du pourquoi de l'enseignement à distance dans votre parcours, dans votre demande, étant donné que c'est un investissement supplémentaire et que ça demande vraiment, parce que c'est un exercice solitaire, une motivation qui est extrêmement importante. On essaye de savoir au mieux si vous serez en mesure de suivre cet enseignement, mais chaque année, on trouve généralement une personne, voire deux, on essaye de limiter qui se retrouve en difficulté face à l'enseignement à distance, qui ne se rendait pas forcément compte en fait de cette organisation, de cette auto-organisation qui était nécessaire et qui va par exemple abandonner la formation, ce qui est toujours voilà, encore plus gênant quand on a une sélection qui est importante. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir avant de candidater à ce que c'est qu'un enseignement à distance, en sachant que bien sûr, de notre côté, on fait tout pour encadrer au mieux cette pratique pédagogique, avec notamment un emploi du temps hebdomadaire qui est mis à votre disposition, donc qui va recenser en fait tous les enseignements que vous pouvez suivre chaque semaine, avec aussi les différents rendus, les dates d'examen, etc. Donc c'est très détaillé de façon à vous donner une idée de l'évolution, on va dire, idéale, de la progression idéale dans la formation. En sachant que, pour autant, les unités d'enseignement, lorsqu'elles sont ouvertes, elles sont en accès libre, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes du début à la fin. C'est pas une ouverture progressive. Premier semestre et deuxième semestre, bien sûr, mais toutes les UE sont ouvertes au début d'un semestre. Mais cet emploi du temps est là donc pour vous donner une idée du cheminement qui nous semble le plus adéquat et pour vous encadrer au mieux.
Alors, ceci étant dit, vous avez donc toute autonomie et liberté à vous organiser comme vous l'entendez. Et pour un certain nombre d'entre vous, vous recherchez plutôt un enseignement à distance parce que il y a cette possibilité, donc peut-être de travailler quand vous l'entendez, le week-end ou plus en soirée, etc. Ou simplement de ne pas vous déplacer dans une ville universitaire. Sachez aussi qu'il est possible de faire des aménagements d'études. Et là aussi, j'insiste dessus pour que ce soit quelque chose de réfléchi en amont en quelque sorte. C'est possible de faire le M1 ou le M2, voire les deux, en 2 ans. À partir du moment où on peut justifier notamment d'un contrat de travail qui montre qu'il serait difficile de suivre le volume des enseignements ou alors le travail de recherche à effectuer. Donc ça, c'est quelque chose qui se demande dès le début de l'année et qui permet aussi voilà, d'étaler le travail et de suivre la formation de manière apaisée. En tout cas, il faut y penser. Je reviendrai sur la question du rythme et du volume horaire. Je pense que c'est vraiment important de penser à cela. Un enseignement à distance, ça ne veut pas dire, je disais que c'était un exercice solitaire, ça ne veut pas dire un isolement pour autant, puisque on a créer pour chaque séance de cours des forums qui vous permettent d'interagir avec les enseignants et enseignantes. On a des permanences pédagogiques tous les 15 jours qui sont alternativement assurées soit par moi en tant que responsable de la formation, soit par les responsables d'année. On a aussi des échanges réguliers avec les délégués et on a assez rapidement pensé un deuxième temps de rencontre, optionnel cette fois-ci, qui a lieu au début du premier semestre, donc en janvier, et qui a lieu chaque année à Angers et qui permet donc aux personnes qui le souhaitent de se retrouver pour une deuxième fois dans l'année, de façon à échanger, rencontrer l'équipe enseignante, etc. Donc, vous voyez une spécificité de cet enseignement et aussi un certain nombre de modalités voilà, qu'on a pu peaufiner, améliorer au fil des années pour vous accompagner au mieux dans cet enseignement un petit peu particulier. Je poursuis avec la spécificité de la formation. J'ai parlé de la pluridisciplinarité déjà, notamment de vos parcours, mais au sein de la formation, on est donc une formation en études sur le genre qui, de fait, est pluridisciplinaire. Hein. C'est pas un master d'histoire du genre, de sociologie du genre ou quoi que ce soit, ce qui fait que dans chaque unité d'enseignement, on a choisi de travailler par thème, par thématique, et je vous montrerai la maquette tout à l'heure. Donc, on a un thème, par exemple, le féminisme, qui va être abordé à partir de différents regards pluridisciplinaires. Par exemple, la sociologie, l'histoire, mais aussi l'anthropologie, parfois la géographie, la littérature, la psychosociale, le droit, etc. Donc, on a essayé dans chaque UE d'avoir toujours au moins 2 à 3, voire 4 ou 5 disciplines qui sont représentées de façon à nourrir aussi cette importance des regards pluridisciplinaires sur ces questions de genre. Il y a aussi un certain nombre d'enseignements en anglais, alors 2 UE qui sont totalement dispensés en anglais, donc ce qui nécessite un niveau de compréhension de l'anglais satisfaisant, mais qui correspond en fait à ce que des élèves qui sont sortis du lycée puis ont poursuivi un peu l'apprentissage de l'anglais en licence sont susceptibles de comprendre sans difficulté. Donc des UE qui sont dispensés complètement en anglais, qui sont généralement relatives à des séries anglophones ou à des films anglophones, et 2 autres qui ont vocation à vous faire connaître des textes théoriques anglophones qui sont généralement des textes fondamentaux en études sur le genre, avec des évaluations qui se réalisent soit en anglais, soit en français pour ces UE. Il y a aussi dans cette formation des ateliers méthodologiques, puisque le but aussi de ce master, c'est bien sûr de faire de la recherche. Et que ce soit en Master 1 ou en Master 2, on a donc pensé différents ateliers méthodologiques pour vous permettre de réaliser au mieux ce travail de recherche, là encore dans une perspective pluridisciplinaire. Donc on a vraiment veillé à ce qu'il y ait des apports méthodologiques importants, notamment pour des personnes qui ne viendraient pas des sciences humaines et sociales, puisque dans la plupart des cas, les masters qui sont soutenus sont des masters qui empruntent aux méthodologies des sciences humaines et sociales.
Nous avons aussi plus récemment créé de nouvelles unités d'enseignement autour de l'insertion professionnelle, de façon à mieux vous accompagner sur l'orientation et l'insertion, que ce soit en Master 1 ou en Master 2. Et je reviendrai un peu dans le détail tout à l'heure là-dessus. Et on a aussi des stages qui sont à réaliser de manière obligatoire en Master 1 et en Master 2 discrimination, et qui sont là aussi pensés pour vous accompagner dans votre insertion professionnelle. Donc voilà les grandes lignes de cette formation. Je vais maintenant détailler les parcours pour les différentes années. Donc on commence avec un tronc commun qui est celui du Master 1 études sur le genre. Donc vous voyez on a un volume horaire de cours qui est important, hein, voire très important, 362 heures de cours. Il est important parce que, bon, déjà, c'est une recommandation, voire une obligation d'avoir des masters qui sont autour de 350 heures de cours pour être accrédités par le ministère. Mais c'est aussi que il n'y a pas, ou il y a très peu de cours en licence, quelle qu'elle soit, qui évoquent les questions de genre. Et ça veut dire qu'en 2 ans, on doit faire une sorte de remise à niveau, en tout cas, vous donner à voir, à lire, à apprendre tout un faisceau de connaissances. Et c'est pourquoi les enseignements théoriques sont importants dans cette formation. En plus de cela, en termes de rendu, il y a donc un mémoire de recherche qui fait à peu près 80 pages qui doit être réalisé à l'échelle du Master 1, puis et plutôt un stage donc de 70 heures minimum, ce qui représente environ 2 semaines, qui doit être réalisé au cours de l'année du Master 1. Vous avez également donc une vision là des différents semestres. Donc le premier semestre, vous avez 2 UE thématiques, féminisme, citoyenneté, engagement et masculinité, virilité. UE thématiques donc à partir desquelles on va déployer un regard pluridisciplinaire, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui sont là pour poser les bases des définitions, mais aussi de vous donner à comprendre les concepts les plus importants et un certain nombre de jalons, notamment historiques, mais aussi sociologiques, sur ces questions. Lieu 3, donc méthodologie de la recherche, là on va davantage essayer de vous accompagner sur la préparation de votre mémoire de recherche en vous donnant là toujours voilà, une vision assez large de ce qu'il est possible de faire, des entretiens en passant par les enquêtes dans les archives ou des analyses via des bases de données, etc. Donc on est vraiment dans un regard très pluriel. L'UE 4, donc sur les imaginaires séries, est une UE donc, qui est dispensée en anglais, donc sur les séries anglophones et les imaginaires liés au genre dans les séries anglophones. Et pour clôturer le premier semestre, il y a une UE qui s'appelle Actualité de la recherche, où on vous demande notamment de rédiger une recension d'un ouvrage scientifique en lien avec le genre. Là aussi, hein, pour à la fois vous faire lire, mais aussi vous apprendre un petit peu les ficelles du métier, étant donné que les recensions, hein, c'est une pratique très courante, l'écriture de recensions lorsqu'on est chercheur ou chercheuse en études sur le genre. Au deuxième semestre, il y a donc le stage à valider, qui est un stage donc, de 2 semaines, 70 heures minimum à réaliser dans une structure en lien avec les études de genre, le champ du genre en général, les métiers de l'égalité par exemple, et donc qui est un stage obligatoire qui peut avoir lieu en France ou à l'étranger, hein, il n'y a pas de difficultés pour cela. Et on retrouve 2 UE thématiques, l'UE 7 corps, parure, parade, et l'UE 8 colonialisme, postcolonialisme, donc toujours dans une perspective pluridisciplinaire. Et le pendant de l'UE 3, méthodologie de la recherche, là pour vous aider à finaliser votre mémoire. Et puis comment on appelle ça, UE, c'est celle qui porte sur les textes théoriques anglophones et qui vous amène donc à découvrir des grands textes de la pensée critique, des études de genre en anglais. Donc voilà pour vous donner une idée un peu rapide de l'architecture générale du Master 1 qui se conclut par une dernière UE qui est celle donc de la soutenance et du mémoire de recherche, étant donné que la recherche, la réalisation du mémoire, c'est vraiment aussi le cœur hein, de cette formation. Je reviendrai sur le projet de recherche tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on a validé un Master 1 études sur le genre, ou bien qu'on a validé un Master 1 dans un des domaines que j'ai mentionné tout à l'heure et qu'on souhaite intégrer directement Master 2 études sur le genre, on a 2 possibilités, avec un premier parcours qui est le parcours corps et biopolitique. Dans le parcours corps et biopolitique, on a un peu moins d'heures de cours, 282 heures, parce que le mémoire de recherche est plus étoffé, entre 100 et 150 pages, donc en fonction des sujets. Et là aussi, donc on se retrouve avec la même articulation entre atelier méthodologique et UE théorique,
thématiques. Donc, vous voyez au premier semestre l'UE discours scientifique, sexe, sexualité, âge et l'UE violence et genre, un atelier méthodologique, des textes théoriques en anglais et puis une UE monde de la recherche. L'UE 16 qui, là, a vocation à vous familiariser avec les métiers liés à la recherche et généralement, pourquoi pas, organiser des événements, une table ronde, des conférences en lien avec le genre dans les universités partenaires ou ailleurs. Et au deuxième semestre, on retrouve des UE thématiques, biopolitique et santé, discrimination sexiste LGBT-phobe, avec aussi un cours en anglais cette fois-ci qui est le pendant du M1 sur les imaginaires dans cette fois-ci les films anglophones. Puis on retrouve une UE monde de la recherche avec une petite coquille sur recherche où là encore il s'agit de vous accompagner au mieux dans on va dire une insertion professionnelle dans le champ de la recherche puisque, pardon, je ne l'ai pas dit, le parcours Corée Biopolitique a plutôt vocation à muscler votre apprentissage de la théorie sociologique, historique, anthropologique, etc. autour du genre et à vous amener à être en mesure, si vous le souhaitez, de candidater ensuite pour réaliser un doctorat. C'est ce qu'on pourrait appeler un parcours plutôt recherche, bien que vous pouvez tout de suite, après un master 2 parcours Corée biopolitique, viser une insertion professionnelle en dehors du monde de la recherche. Mais ce qui fait sa singularité, c'est vraiment la centralité du parcours de la recherche et des yeux spécifiques autour de ces métiers-là. Et puis, donc, une mémoire de recherche. Je le disais avec un mémoire de recherche qui est là pleinement abouti, qui fait entre 100 et 150 pages et qui est véritablement l'aboutissement de vos 2 années de réflexion de Master 1 et Master 2 autour de votre sujet. Généralement, on recommande d'avoir le même sujet en M1, en M2, hein, de le redéployer, de l'affiner en M2. Et puis, dernier lieu, l'UE 27, atelier d'insertion professionnelle, où là, il s'agit de vous accompagner sur votre propre projet, c'est-à-dire qu'on vous demande de nous soumettre un projet professionnel, qu'on discute avec vous. Alors, ça peut être voilà, d'une grande variété, que ce soit un projet de thèse, par exemple, un projet pour monter une association, le projet d'inventer des formations autour des questions, je ne sais pas, de genre et handicap, par exemple, on a eu ça cette année, ou de réaliser une série de podcasts. Enfin, voilà, il y a vraiment une grande variété de propositions chaque année. Le but, c'est de vous accompagner au mieux dans votre propre projet. Donc ça, c'est pour le parcours corps et biopolitique. Il est possible de choisir un autre parcours qui s'appelle le parcours discrimination. Et dans le parcours discrimination, il y a beaucoup d'UE qui sont en commun avec le parcours corps et biopolitique, parce que ça nous semblait important qu'il y ait aussi dans ce parcours un fort ancrage théorique. Donc dans ce parcours, on est à 270 heures de cours. Il y a un mémoire aussi à réaliser, mais qui est dit mémoire professionnelle et un stage qui est à réaliser, qui est de 350 heures minimum. C'était à peu près l'équivalent de 3 mois de stage. Donc là, c'est une optique assez différente puisque les personnes qui suivent le parcours discrimination sont généralement des personnes qui ne se destinent pas forcément à la recherche ou à une application théorique des études de genre, mais qui ont plutôt vocation à aller directement vers ce qu'on appelle le champ des métiers de l'égalité et à faire une insertion professionnelle en dehors du monde de la recherche assez immédiate. Et on vous propose, enfin, on vous demande de suivre un stage donc long, qui est justement professionnalisant, qu'il vous revient de choisir, de trouver, et c'est généralement ce stage qui est le support de votre mémoire professionnelle. Ça veut dire qu'on vous demande, à partir de votre lieu de stage, de déployer une réflexion qui articule recherche et action. Et généralement, le plus simple, c'est de le faire donc sur les thématiques qui sont soulevées par votre stage. Donc, vous voyez qu'au premier semestre, il y a une concentration des UE qui se déployait au premier et deuxième semestre pour le parcours Corée biopolitique, UE violence et genre, texte théorique, biopolitique et santé, discrimination sexiste, LGBT-phobe, mais qu'il y a aussi des UE particulières, notamment l'UE 22, métier de l'égalité, qu'on retrouve aussi au deuxième semestre, dans le métier de l'égalité de l'UE 23, où là, il s'agit d'UE qui ont lieu en présence, puisque je vous le disais, dans le parcours discrimination, on vous demande généralement en novembre et en février de revenir pour quelques jours à Rennes. C'est à Rennes 2, à l'université de Rennes 2 qu'ont lieu ces rassemblements. Donc, des rassemblements qui ont lieu en présence avec des professionnels des métiers de l'égalité. C'est vraiment des temps importants
Et ces 2 regroupements sont obligatoires. Je le spécifie vraiment parce que sinon vous ne pouvez pas valider votre parcours si vous n'êtes pas présent ou présente à ces 2 rassemblements qui ont généralement lieu en novembre et en février. Et qui sont des moments extrêmement importants pour faire du réseau, pour rencontrer des professionnels et mieux comprendre ce dont il s'agit autour de ces métiers de l'égalité. Vous avez ensuite une UE donc de stage qui est relative à ces 350 heures de stage minimum. Aussi un séminaire de recherche qui est là pour vous accompagner dans la rédaction de votre mémoire professionnelle. Une UE dédiée aux mémoires professionnelles, c'est-à-dire à son évaluation, à sa soutenance. Et puis on retrouve l'UE 27, atelier d'insertion professionnelle, comme pour l'autre parcours du Master 2, avec exactement les mêmes exigences. Donc j'espère que vous voyez bien les différences entre les 2 parcours. On pourra y revenir si vous avez des questions spécifiques. Mais en tout cas, des aboutissements un peu différents en termes de professionnalisation, bien que, en soi, si vous êtes titulaire d'un Master 2 parcours discrimination, vous pouvez aussi tout à fait continuer en thèse. Mais c'est vrai que les métiers de la recherche sont moins visés par ce parcours. Je finis en disant quelques mots des candidatures à présent. Je pense que vous avez tous et toutes reçu la plaquette d'information autour donc, de ces candidatures. Si ce n'est pas le cas, je la mettrai dans le chat, dans la conversation tout à l'heure, de façon à ce que vous puissiez la télécharger. Alors, pour le Master 1, la grande nouveauté cette année, et j'espère que tout se passera bien, c'est donc la création de la plateforme monmaster.gouv.fr, donc qui est voilà, toute fraîche, qu'on n'a jamais testée. Et c'est par là qu'il faudra candidater en M1. Et je le répète, seule l'Université d'Angers centralise les candidatures. Donc, c'est normalement impossible de candidater dans d'autres universités, celles de Brest ou de Nantes. En tout cas, si jamais c'est possible, parce qu'il y a un bug sur la plateforme, surtout ne le faites pas, candidater auprès de l'Université d'Angers sur monmaster.gouv.fr. Et donc, les candidatures courent du 22 mars au 18 avril 2023. Pour les pièces qui sont importantes dans ce dossier de candidature. Bien sûr, un CV qui précise votre intérêt pour les études de genre et puis aussi ce que vous avez pu voilà, acquérir en matière de sciences humaines et sociales, notamment si vous ne venez pas de ce type de parcours. Des attestations si vous avez voilà, des activités pro ou bénévoles autour de ces questions de genre. Ensuite, bon, voilà, de manière assez classique, vous relevez de notes, que ce soit donc pour la licence ou le master, si vous avez déjà un master 1 ou un master 2 et que vous candidatez pour le M1. Pour le niveau d'anglais, c'est le niveau B2 qui est recommandé. On ne vous demande pas pour autant forcément de justifier en passant un concours. Et dans ce cas-là, on se fie aux notes du relevé de baccalauréat pour estimer votre niveau en anglais. Ensuite, et là vraiment je m'arrête plus dessus parce que c'est vraiment très important et c'est aussi important que vous ayez tous et toutes le même niveau d'information. Nous évaluons les candidatures qui sont donc nombreuses à partir de, on va dire, 3 critères. Le premier critère, c'est bien sûr votre dossier académique, c'est-à-dire les résultats que vous avez pu obtenir auparavant. Il s'agit pour nous, en regardant vos résultats académiques, de savoir, d'essayer d'estimer si vous êtes en mesure de suivre de manière autonome une formation à distance. C'est par ce prisme-là, en quelque sorte, qu'on regarde vos résultats. Avec des résultats trop justes, on peut se demander si ça va être faisable pour vous, le but étant de ne mettre absolument personne en difficulté. Ce qu'on demande aussi, deuxième chose, c'est donc une motivation importante à la fois pour suivre une formation en enseignement à distance, c'est-à-dire d'avoir vraiment conscience de ce que ça demande en termes d'organisation et de temps, puisque ça n'est pas parce qu'une formation est à distance qu'elle prend moins de temps. Je pense même qu'elle peut prendre plus de temps. Donc, si la motivation de la distance, c'est se dire que ça prend moins de temps, je vous invite vraiment à réfléchir à 2 fois. Parce que au final, ça prend, si vous arrêtez sans cesse le diaporama sonorisé ou la vidéo, etc., ça peut prendre plus de temps de suivre une formation à distance, par exemple. La motivation, c'est aussi bien sûr votre motivation à suivre un parcours en études sur le genre. Donc là, n'hésitez pas à nous préciser votre projet personnel, professionnel. C'est vraiment extrêmement important d'avoir des lettres de motivation précises et individualisées, quoi, qui ne soient pas des choses un peu type. Il faut nous donner à voir qui vous êtes et pourquoi vous avez besoin de faire cette formation.
Ensuite, le troisième niveau, et peut-être même le plus important de sélection, c'est la question du projet de recherche. C'est vraiment quelque chose qu'il faut veiller à faire le plus consciencieusement possible. Le projet de recherche, c'est un projet relativement court, vous voyez à peu près 800 mots, mais il doit être particulièrement soigné, c'est-à-dire comporter un titre, comporter une présentation du sujet, comporter une présentation de la manière dont vous pensez pouvoir le faire. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez pouvoir le faire en menant des entretiens et auprès de qui, en vous déplaçant dans les lieux d'archives et lesquels, en utilisant quel type de méthodologie? On vous demande vraiment de penser un projet de recherche qui, bien sûr, va évoluer dans le temps, mais qui nous permettent de voir quelle est la maturation de votre projet et la maturité avec laquelle vous abordez en fait ce projet. Il faut aussi, bien sûr, que vous ayez lu auparavant sur ce sujet, parce que tout projet de recherche doit être novateur. On ne peut pas faire un projet de recherche s'il a déjà été réalisé par d'autres. La recherche, c'est d'apporter toujours de nouvelles connaissances. Pour autant, un projet de recherche de Master 1, c'est pas une thèse. Donc, ça doit être resserré. Vous imaginez pas que vous allez pouvoir traiter, je sais pas, l'histoire du mouvement féministe des années 80 aux années 2000. Ça n'est pas possible hein, à l'échelle de 80 pages en Master 1. Donc, il faut pas vous lancer dans des grands déploiements, mais plutôt vous dire au contraire qu'est-ce qu'il est possible de faire en une année d'études sur un sujet resserré à votre hauteur, à votre niveau. Par exemple, des entretiens, bah, généralement en M1, on arrive à en faire 4, 5, 6, 7, pas plus. Donc on ne peut pas faire une étude exhaustive de toutes les militantes qui croisent féminisme et véganisme, par exemple, dans toute la France. Non, on va se resserrer sur une ville, sur une association, sur un groupe de militantes. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut vraiment resserrer votre propos pour pouvoir étoffer au mieux votre projet de recherche. Ce qu'on vous demande en plus de ça, c'est d'aller regarder dans la liste des directions potentielles qui se trouvent dans la plaquette de la formation pour sélectionner un ou une directrice de mémoire et la contacter en amont, c'est-à-dire de faire valider votre projet par cette personne avant de déposer, de finaliser votre candidature. Ça vous donne des points en plus dans le sens où bah, vous bénéficiez de la relecture de cette personne et qu'en plus de ça, vous pouvez préciser que la direction, par exemple, a été validée par cette personne. C'est important et bien sûr, ne faites pas votre demande 3 jours ou même une semaine avant la fin des candidatures parce qu'on reçoit tellement de mails qu'il nous est généralement impossible de répondre dans des délais courts. Donc, il faut vraiment travailler sur ce projet de recherche en amont et contacter des directions dans les meilleurs délais avec un projet de recherche qui est déjà étoffé. Il ne s'agit pas de mettre 3 lignes, mais de proposer vraiment votre projet de recherche de 800 mots de façon à ce qu'on puisse faire un travail de relecture et d'accompagnement qui soit le plus juste possible. Pour le M2, pour les M2, on vous demande sensiblement la même chose, mais de manière un peu plus étoffée. Sauf que pour les 2 parcours de M2, les inscriptions ne se font pas sur Mon Master ou Trouver mon Master. Ça se réalise par la plateforme interne qui s'appelle e-Candidat, qui est une plateforme interne toujours à l'Université d'Angers qui centralise aussi toutes les candidatures pour le M2. Et là, elles sont un peu plus tardives, c'est entre le 24 avril et le 24 mai pour les 2 parcours. Donc, on vous demande les mêmes pièces, sauf qu'on vous demande en plus de ça une présentation de la recherche que vous avez menée en Master 1. Et on vous demande un projet de recherche un peu plus étayé, mais avec les mêmes exigences et notamment ce désir de vous voir déjà en contact avec un directeur ou une directrice de recherche qui figure parmi la liste donc qui est disponible sur la plaquette d'information. Pour le parcours discrimination, c'est les mêmes délais, sauf qu'on va vous demander en plus de cela un complément d'information sur le stage que vous souhaitez réaliser. Alors bien sûr, on sait bien qu'il est impossible dans la plupart des cas d'avoir déjà son stage qui est validé, etc. Mais il faut nous donner une idée des structures dans lesquelles vous aimeriez faire votre stage. Ça, c'est vraiment important pour nous de façon à voir hein, si vous avez là aussi un projet cohérent. Donc, on vous demande à la fois un projet de mémoire professionnelle de Master 2, là aussi avec une direction envisagée, et un projet de stage qui indique donc les structures que vous souhaitez solliciter ou que vous avez déjà sollicité. Hein. Vous pouvez tout à fait le spécifier si c'est déjà le cas ou si vous avez obtenu un accord.
Donc là aussi, l'important, c'est votre motivation, les résultats académiques qui nous montrent que voilà, vous avez de bonnes bases pour poursuivre de manière autonome la formation, et puis donc la question du mémoire, de la réalisation de la recherche et dans le parcours discrimination, en plus de ça, du projet de stage. Un dernier point sur le coût de la formation. Il dépend de votre statut. En formation initiale, il coûte, comme tous les autres masters, un peu moins de 500 euros pour les étudiants et étudiantes qui ne sont pas boursiers ou boursières. En formation continue, là, les tarifs sont tout à fait différents en fonction de votre statut, que vous soyez en demande d'emploi ou un salarié financé. Il y a de grosses différences dans les coûts. En tout cas, pour toute question relative à la formation continue, je vous ai mis le contact de Sylvie Lélé qui est là pour répondre à toutes vos questions. Voilà pour une présentation un petit peu, voilà, j'espère quand même assez claire. Normalement, j'ai arrêté de partager le diaporama et j'attends maintenant vos différentes questions. Alors, je vais me faire l'écho des questions qui ont été posées à l'écrit. Il y en a quelques-unes. Comme vous vous en doutez, on était sur le recrutement. Quel est le délai entre le dépôt du dossier et puis la réponse? Et est-ce qu'il y a un entretien? Alors non, tout se fait sur dossier, il n'y a pas d'oral, pas d'entretien. Alors le délai, là aussi, c'est un peu bousculé par trouver mon master. Légalement, il y a 2 mois pour donner une réponse. Donc généralement, nous, les réponses sont envoyées début juin. Fin mai, début juin, je pense, dans cette nouvelle configuration. D'accord. Je suis toujours sur la phase de recrutement. Est-ce que c'est possible de suivre en parallèle un autre master? Alors, normalement, oui. En tout cas, ça a déjà eu lieu dans notre formation, en sachant que dans la plupart des cas, ça a un peu mis en difficulté les personnes, puisque on ne peut pas soutenir le même mémoire dans 2 formations différentes. Les mémoires doivent être inédits. Et donc, les personnes qui ont fait une double formation, généralement, ont étalé finalement leur master en 2 ans parce que ça demande un trop gros investissement. C'est possible, mais il faut se demander si ça a du sens de les faire en même temps et si c'est pas mieux de les faire l'un après l'autre. Est-ce que par hasard, vous auriez un exemple d'emploi du temps hebdomadaire pour se faire une idée? Alors, un exemple d'emploi du temps hebdomadaire. Euh, Alors, je vais partager mon écran quelques temps. Voilà. Là, vous avez normalement mon écran qui est partagé. Donc ça, c'est donc l'emploi du temps, par exemple, du semestre 1. Et donc là, vous avez pour la semaine 1, donc au début, c'est à la rentrée, les cours qu'on vous recommande de suivre à l'échelle de cette semaine. Donc ici, vous avez les cours, et puis là, vous avez donc soit les rendez-vous, par exemple là, une classe virtuelle, là aussi, soit les choses qui sont à rendre, des exercices de méthodo, des exercices écrits dont certains sont évalués ou non avec les dates de rendu. Voilà, et ça, vous l'avez donc sur toutes les semaines. Je, D'accord. Et je oui, coupe. ouais. Il y a pas mal de questions autour du mémoire. Alors, première question, est-ce qu'on peut changer de mémoire en cours de formation? C'est-à-dire faire un autre mémoire un autre projet de recherche que ce qui avait été annoncé lors du recrutement. Je le déconseille parce que ça veut dire que, en fait, nous, on évalue le projet de recherche. On évalue le projet de recherche, mais aussi notre capacité à encadrer ce projet de recherche. Ça veut dire que si vous changez de projet et que nous, on n'a pas dans notre groupe de 80 enseignants, enseignantes, chercheurs, des personnes pour vous accompagner, bah, vous pouvez tout simplement pas finaliser dans de bonnes conditions votre mémoire.
Donc, nous, alors bien sûr, ça peut être l'objet de discussion et bien sûr, entre ce qu'on a projeté de faire dans son projet de recherche et ce qu'on soutient en M1, il y a des grandes évolutions. Ça, c'est certain. Mais si vous changez complètement de sujet, il y a le risque pour nous de ne pas être en mesure de vous encadrer. Or, c'est un master de recherche et le but, c'est de pouvoir vous amener, vous conduire là-dedans, vous accompagner. Est-ce que pour être admis, il faut obligatoirement qu'un directeur ou une directrice de mémoire ait donné son feu vert avant l'admission? Non. Non, non, ça n'est pas obligatoire, mais on le recommande parce que ça veut dire que vous avez bénéficié du coup des retours de cette personne et que votre projet en est validé et amélioré. Mais c'est pas D'accord. obligatoire. Il y a quelqu'un qui a déposé un projet de recherche, mais qui n'a pas eu de réponse du tout, si je comprends bien la question. Est-ce que ça veut dire que son projet est mauvais ou, Non, et ça plus veut dire que largement, ça veut dire que soit l'enseignant ou l'enseignante n'a pas eu le temps de répondre, soit c'est tombé dans les spams. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, c'est pas du tout rédhibitoire. Ça ajoute pas de points en quelque sorte d'avoir une validation. C'est juste un conseil de notre part. Et c'est pourquoi j'invite vraiment à faire le projet de recherche en amont, à le maturer en amont, l'envoyer, à laisser un délai d'une semaine. Après l'avoir envoyé à votre direction, de relancer si au bout d'une semaine vous n'avez pas de réponse. Et si, bon, ça peut arriver, il n'y a toujours pas de réponse, envisager une autre direction potentielle. Donc c'est pour ça qu'il faut se laisser de la marge. donc ça, c'était concernant le mémoire. Concernant le choix du parcours, est-ce qu'on doit faire le choix dès le M1 ou on attend d'être aux portes du M2 pour faire le choix? Non, non, vous pouvez très bien le faire voilà, à la fin du M1 sans aucun problème. On le demande en fait à la fin du M1 et on n'a pas de... généralement, ça s'équilibre assez bien. On n'a pas de quota, enfin voilà, de place minimum à remplir ou au contraire à ne pas dépasser pour l'un ou l'autre des parcours. Donc on répond à vos souhaits. Des questions concernant le stage. Pour le Master 1, pour le stage, est-ce qu'il y a un rapport de stage, un mémoire de stage à rendre? Oui, tout à fait. Lié au stage donc, de 70 heures, il y a un petit rapport de stage qui est réalisé d'une Est-ce dizaine de qu'on, pages. est-ce que les stages, on peut les faire à l'étranger? Mais je crois que vous y avez répondu. Oui, tout à fait, c'est possible. Y compris enfin, en Europe ou à l'international, peu importe le pays. Oui, oui, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse rédiger la convention dans une langue qui soit parlée par le secrétariat de l'université. Voilà, donc généralement, on passe par l'anglais si c'est pas une langue qui est, enfin, ou l'espagnol, mais voilà, dans les secrétariats, on se limite plutôt à ces langues-là, mais généralement, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez préciser les modalités pour le stage de M2, du M2 discrimination? Il y a 350 heures, mais est-ce que ça doit être sur 3 mois d'affilée? Est-ce que c'est obligatoirement au second semestre? Est-ce que ça peut être découpé? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a concentré la quasi-intégralité des cours dans ce parcours-là au premier semestre, de façon à dégager plusieurs mois à partir de janvier. Janvier, c'est les examens, et donc à partir de mi-janvier, il y a toute liberté pour pouvoir suivre un stage de 3 mois ou 4 mois. Il y a des gens qui font des stages de 6 mois, hein. Nous, c'est un minimum qu'on demande. C'est pas forcément un stage qui est de 3 mois continu. Ça peut être étalé dans le temps. L'important, c'est le volume horaire. À partir du moment où on demande un stage de 3 mois, 350 heures, c'est un stage rémunéré. Et ça, c'est important aussi dans le parcours de cheminement professionnel, même si c'est déjà peu rémunéré, que ce soit un stage rémunéré qui soit réalisé. Alors, on va avancer sur les questions. C'est pas la peine de me reposer plusieurs fois les questions. J'ai vu vos questions, sauf qu'il y en a pas mal, donc on va y arriver tranquillement. Pour trouver le stage, est-ce que, eh bien, vous avez des contacts que vous pouvez donner, des, des facilités, quoi? Alors, si au bout d'un certain temps, les étudiants et étudiantes n'ont pas trouvé leur stage, on peut essayer voilà, d'activer nos propres réseaux. Mais on ne dispense pas au moment des candidatures notre propre carnet d'adresses. Je reviens un instant là, sur le mémoire de recherche. On ne présente qu'un seul projet de recherche, si j'ai bien suivi. Oui.
Si on a plusieurs idées de mémoire, c'est pas la peine. Non. Non, non, ne faites pas ça parce que ça va être des tout petits bouts. Choisissez-en un, travaillez-le bien. Mais ne proposez pas, une fois j'ai eu deux, trois projets, mais qui du coup n'étaient pas du tout développés. Non, non, un seul projet. D'accord. Le stage, est-ce qu'on peut le faire sur son lieu de travail? Alors, non. Sauf, alors ça dépend. Si c'est le stage de M1, on peut envisager de le faire sur son lieu de travail, mais dans ce cas, il faut que c'est un stage de découverte. Donc, il s'agit pas, on ne peut pas découvrir son propre travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit permettre la découverte d'un métier ou des métiers de l'égalité. Donc, si de nouvelles tâches sont confiées à un moment donné, pour, on va dire, ce volume de 70 heures, on peut envisager de le faire ainsi. Mais dans la plupart des cas, on recommande plutôt de choisir une autre structure en dehors donc de l'emploi qui est déjà occupé. Pour le stage de 3 mois, en revanche, là, c'est complètement impossible, étant donné que, en fait, vous devez être rémunéré en tant que stagiaire. Donc, ça voudrait dire faire un travail pour lequel on est rémunéré, voilà, normalement en tant que salarié et passer à entre 400 et 500 euros par mois en tant que stagiaire. Donc, ça, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut intégrer le master après des études professionnalisantes, type éducatrice spécialisée? Oui, alors on a des profils très très différents dans cette formation, hein, tous les âges, tous les profils. Il y a la possibilité, j'en ai pas parlé, de faire, et puis bien sûr j'ai oublié comment ça s'appelle, une validation des études, une validation des acquis, De de façon à l'expérience. ouais, de l'expérience pour pouvoir rentrer dans la formation. Ça se fait au même moment que les candidatures. C'est vraiment important. Tout ça, c'est marqué dans le dossier de candidature, donc vous ne devriez pas oublier de le faire. Typiquement, voilà, si on a suivi un parcours d'éducateur ou d'éducatrice spécialisée, d'infirmière ou d'infirmière, on a des médecins parfois, on a des avocats, on a voilà, une sapeur-pompière. Enfin, dans ce cas-là, on n'a pas suivi, on va dire, des études dans les trois domaines qui ont été énoncés, mais il faut demander en fait une validation. Et nous, en regardant le parcours, enfin, votre parcours, on donne généralement notre accord à partir du moment où le projet de recherche montre une maturité et une capacité en fait à déployer des analyses de sciences humaines et sociales. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est un handicap en soi, puisque chaque année on a vraiment un nombre important hein, de personnes qui n'ont pas qui n'ont pas le profil, on va dire, canonique pour entrer dans une formation en études sur le genre, que l'on intègre parce qu'on pense qu'au contraire, ça a tout à fait de l'intérêt. Il suffit de faire la démarche de demande de validation. Il y a une différence au niveau des frais de scolarité. On a dit que formation initiale, c'était les frais que l'on paye pour entrer à l'université, mais en formation continue. Alors, la différence formation, en fait, formation initiale, c'est quand vous n'avez pas arrêté vos études, en tout cas, vous n'avez pas arrêté vos études depuis plus de 2 ans. Si, par contre, vous avez arrêté vos études depuis plus de 2 ans, vous passez automatiquement dans le registre qu'on appelle formation continue. Et là, il y a différents tarifs en fonction de vos propres revenus et de votre situation. C'est dans ce sens-là qu'il y a des tarifs différents. En tout cas, il faudra vraiment, si vous êtes dans le cadre de la formation continue, contacter Sylvie Lélé pour avoir une idée plus précise de votre statut et du montant réel qui vous sera demandé. Il y a un certain nombre de personnes en ligne qui vivent à l'étranger. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est tenu de venir aux journées de présence, par exemple, qui Alors, sont organisées en France? ouais, mais ça dépend ce qu'on appelle étranger, parce qu'en fait, on a pas mal de personnes qui sont dans la formation et qui habitent un pays relativement proche, pour lequel un billet d'avion coûte la même chose que si on prenait un billet de train alors qu'on habite à Marseille. Donc, c'est ça qu'on prend en compte. Si on a quelqu'un qui habite au Brésil ou en Ouganda, évidemment, on pense les choses autrement, notamment pour les journées de rentrée, où là, on peut permettre une dispense. Pour autant, on a aussi des gens parfois qui viennent de très très loin et voilà, qui ont eu la possibilité de venir pour les journées de rentrée. En revanche, pour le parcours M2 discrimination, si les personnes ne peuvent pas s'engager à venir aux 2 temps de rencontre supplémentaires qui sont obligatoires, là, ça pose un vrai problème parce que ce sont des temps obligatoires pour la validation
du diplôme. Donc, les personnes qui ne pourraient pas venir de l'étranger et qui veulent faire un M2 discrimination, là, il y a un vrai problème pour la validation du diplôme. On a une question d'un étudiant qui vit au Mali et est-ce qu'il est obligatoire de s'inscrire au préalable auprès de Campus France? Alors ça, c'est une nouveauté aussi avec Trouver mon master. Auparavant, ce n'était pas le cas. Et apparemment, avec cette nouvelle plateforme, il faut passer par Campus France. Donc, moi, dans tous les cas, j'avoue, hein, c'est la première fois, donc on a tous peur que ça, qu'il y ait un bug de la plateforme. Je conseille à toutes les personnes étrangères de candidater dans un premier temps ou en même temps, on va dire, à Campus France, et pourquoi pas d'aller voir aussi du côté de Trouver mon master, si c'est possible de le faire de manière autonome. Mais en tout cas, ne mettez pas de côté la case Campus France. Je précise aussi pour les personnes étrangères que, étant donné que c'est une formation à distance, elle n'ouvre pas le droit à un visa. Alors, nous, ça nous pose souci, mais en fait, on n'a aucun recours, enfin, on n'a aucune possibilité pour demander, en fait, la possibilité d'avoir un visa, parce qu'en fait, on peut très bien, voilà, suivre une formation à distance et vouloir venir dans le pays qui délivre le diplôme pour plein de raisons, pour faire son terrain de recherche, pour accéder à telle ou telle bibliothèque, par exemple. Mais là-dessus, nous, on n'a aucune prise. Hein. Donc ça, c'est vraiment important de savoir. Étant donné que c'est une formation à distance, ça ne donne pas le droit à l'obtention d'un visa. Nous, on peut que faire une lettre qui appuie une demande auprès voilà, des services des visas ou de telle préfecture. Mais ça n'est pas un droit. Là, c'est important de bien le notifier. Alors, toujours au chapitre de l'international, Charlotte nous écrit pour nous dire qu'elle est française, mais elle réside à l'étranger. Et elle doit postuler par la plateforme Mon Master, mais qu'elle n'a pas de numéro INE car elle a fait ses études en Suisse. Est-ce que pour Et ben les voilà, cas... c'est compliqué tout ça. Voilà, est-ce que pour les cas Euh, particuliers, c'est quelle personne, enfin, auprès de qui on peut s'adresser en fait? Bah, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression que sur Trouver mon master, il y a un centre d'aide, mais que ça répond pas. Euh, Alors, il faudrait poser la question à Irène Deschaux. Vous trouverez ses coordonnées là aussi dans la plaquette d'information, celle qui s'occupe du secrétariat et qui sera peut-être plus à même de vous répondre. Parce que vous êtes française, mais vous avez un diplôme étranger. Moi, je tenterais quand même une demande peut-être d'équivalence d'INE. Envoyer un message à Irène Deschaux dans les meilleurs délais, parce que ça a l'air d'être une situation qui est comme ça un peu particulière, mais en fait, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir un parcours peut-être un peu plus atypique. Mais je vois pas vraiment pourquoi il faudrait candidater par Campus France pour autant. Voilà, mais pour être bien sûr, demandez à Irène Deschaux. Je vais mettre là peut-être tout de suite dans la conversation le document dont je vous parle et que vous n'avez Voilà, la peut-être pas. plaquette, elle est réclamée. Voilà. Voilà. Eh bien, attendez 2 secondes Oui. et je la mets. Euh, Voilà, je fais ça. Alors, mon message. Peut-être ça va prendre un peu de temps pour charger. Puisqu'on est à l'étranger, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait réaliser le stage à l'étranger. Le projet de recherche peut aussi porter sur un sujet à l'étranger. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, en fait, le projet de recherche, il faut qu'il soit réalisable. C'est-à-dire que si vous avez un projet de recherche sur le Japon et vous êtes au Guatemala, ça va être compliqué. Donc, en fait, il faut que ce soit réalisable à l'échelle de cette année et justement de bien notifier que pour vous, c'est possible, le terrain est possible. Alors, j'ai pas l'impression que ça charge. Alors, la plaquette. Mhm. Je peux la partager normalement directement dans le chat, hein, on est d'accord? Oui, oui, il suffit de faire, de vous mettre dans la conversation et puis une petite, vous la faites glisser, vous faites glisser le document dans le message. Oui, oui, c'est ce que je fais, mais il n'a pas l'air motivé là. Il n'y a pas quelque chose par lequel on peut. Ben ouais, c'est bizarre parce que normalement je fais toujours comme ça et là ça marche pas. Alors,
Juste un instant, j'en fais Ah autrement. bah, ouais, vous pouvez me l'envoyer par mail aussi, puis moi je vais essayer de le partager. Et au pire, je Ouais, l'enverrai par mail à tout le monde. ouais, alors, je vais vous l'envoyer. C'est bizarre parce que normalement, ça pose pas de souci. Je l'envoie directement par mail, comme ça sera peut-être possible de le faire. Alors, les mails. Les questions qui reviennent, c'est aussi au sujet voilà, du sujet de recherche. Et est-ce qu'il est possible d'avoir une liste des sujets de master des sujets de recherche qui ont été explorés les années précédentes? D'en avoir une liste exhaustive, non. Par contre, je peux vous donner la lecture dans pas trop longtemps de certains des sujets. Effectivement, j'essaye en même temps de résoudre ce problème de plaquettes. Alors, une question plus Donc, facile. Si on a déjà réalisé un master avant, avec déjà un premier travail de recherche, est-ce qu'on peut partir de ce travail-là et explorer la dimension genre? oui, c'est possible à partir du moment où ça rajoute quelque chose, mais en sachant que tout mémoire doit être inédit. Donc, c'est pas possible de reprendre un mémoire qu'on a déjà fait et d'ajouter simplement un chapitre qui intégrerait les questions de genre. Mais ça peut avoir tout à fait du sens de redéployer des questionnements existants qu'on a déjà fait dans un master précédent, tout à fait. Cédric, j'ai envoyé donc Ouais, la je plaquette vais, je par m'en mail. occupe. Et donc, je m'apprête à répondre à la question des sujets en ouvrant mon petit fichier des mémoires soutenues, par exemple en 2022. Par exemple, narratologie politique et posture d'autrice dans Quand le diable sortit de la salle de bain de Sophie Divry. Les représentations de la sexualité dans les séries TV états-uniennes et britanniques, une perspective de genre. Un autre, être une femme à l'usine durant les Trente Glorieuses, l'exemple des ouvrières de la chaussure à fougères. Un autre, Dancehall Queen et Empowerment, une éternelle mésentente sous forme d'interrogation. Un autre sur les transitions autobiographiques dans les récits littéraires des années 80. Un autre sujet sur le cyberféminisme, un outil au service du droit des femmes, autour de la cyberviolence discursive. Un autre sujet sur la transmission des stéréotypes de genre, études comparatives chez des Françaises et des Mexicaines qui ont entre 18 et 25 ans. L'accompagnement des enfants victimes de violences conjugales, comment les professionnels de la protection de l'enfance s'emparent de cette question. Un autre sur l'ethnographie d'un studio de tatouage en non-mixité, carrière pratique énorme. Un autre sujet sur les mécanismes de production de la performance sportive, enquête par entretien et observation des athlètes et judokas de haut niveau. Un dernier mémoire, allez pour la route. Histoire socioculturelle du drag king en France, 2001-2022. Apparition d'une communauté de pratique entre expression artistique et micro-politique. Voilà quelques idées. Alors là, on est au niveau M2 pour les titres, donc ils sont bien sûr assez étoffés et précis, mais ça vous donne une idée de la variété des sujets qui sont représentés en sachant que chaque année, on a des modes voilà, un peu différentes. Des fois, on va avoir beaucoup de sujets autour des pratiques artistiques, d'autres fois autour, par exemple, du cyber, d'autres fois autour des transidentités. C'est comme ça, c'est fluctuant. En tout cas, il ne faut pas vous censurer sur votre sujet. Trouvez un sujet qui vous plaise, qui soit original et bien sûr qui intègre des perspectives de genre de manière, euh, de manière très claire. J'avais d'autres questions. Il y a un petit bug, j'arrive pas à glisser la plaquette dans la conversation, mais je vais l'envoyer aux participants Ça et me aux rassure. participantes dès que ça se termine. Combien il y a de place en M2 pour une entrée directe? Est-ce qu'il y a un Alors, en quota entre M2, ceux qui rentrent après un M1 et ceux qui rentrent directement en M2? oui, parce qu'en fait, c'est toujours un peu compliqué de répondre là, parce qu'en fait, ça dépend du nombre d'étudiants et d'étudiantes de M1 qui vont passer en M2. Donc, chaque année, ça fluctue, parce qu'on doit rester autour d'une quarantaine, 40, 50 étudiants et étudiantes en M2 aussi. Ce qui veut dire que cette année, il y avait 8 places, par exemple. Donc, c'est pourquoi les places sont beaucoup moins importantes donc en M2. C'est pourquoi je recommande à toute personne qui souhaiterait intégrer directement le M2 de quand même candidater en M1 parce que au final, il y a plus de chances d'être pris au M1 que dans le M2 au regard du faible nombre de places. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête.
Très bien. Pour le directeur de mémoire, est-ce qu'il y a une liste, visiblement? Est-ce qu'il doit être obligatoirement dans cette liste ou on peut solliciter quelqu'un d'autre? Alors, il faut absolument que la direction de mémoire soit dans une des 5 universités partenaires. Sinon, c'est pas possible. Mais ça veut dire que si une personne, voilà, est pertinente, mais ne figure pas dans cette liste parce que c'est un collègue ou une collègue qu'on n'a pas identifié, mais que cette personne est d'accord pour encadrer dans le cadre du master études sur le genre, nous, on peut tout à fait l'intégrer. Mais la seule chose qui est vraiment importante, c'est que cette personne fasse partie soit de l'université de Rennes 2, de Nantes, d'Angers, de Bretagne occidentale ou du Mans. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut faire une petite année de césure entre le M1 et le M2? Oui, tout à fait. D'accord. Et après, ces mémoires, qu'est-ce qu'on fait? Après le mémoire discrimination, par exemple? Quels sont les Alors, débouchés? après, alors les débouchés, bah, c'est tout le champ des métiers de l'égalité qui est heureusement d'une certaine manière en expansion. Et puis c'était aussi la vocation du master de répondre à ça. On a plein de possibilités, mais je vais essayer de répondre de manière concrète au regard de ce que font nos étudiants et étudiantes. On n'a pas un recul énorme parce qu'en fait la formation est relativement jeune, mais on a de plus en plus de retours. Il y a toute une partie des diplômés qui étaient déjà, on va dire, occupaient déjà un poste et qui vont là monter en carrière ou se spécialiser ou déployer d'autres types d'activités en fonction donc de leur propre parcours, ça c'est une chose. Et pour les personnes qui étaient en train de se former, donc qui sortent d'une licence ou d'un master, quand on sort d'un parcours discrimination, on a pour la plupart de nos étudiants et étudiantes déjà une insertion professionnelle qui était vraiment impressionnante. On était à 100% l'année dernière au bout de 6 mois. Et alors, ça peut être dans des associations diverses hein, autour des études de genre, enfin autour des questions de genre, beaucoup dans des collectivités territoriales, dans des institutions culturelles, sociales ou éducatives. Aussi pas mal dans des ONG. On a eu beaucoup ça ces dernières années. Des ONG, ça peut être pas forcément spécialisé sur les femmes, mais par exemple UNICEF avec des problématiques spéciales liées au genre. Euh, ONG, etc. Après, il y a aussi les secteurs privés, puisqu'on a de plus en plus, enfin, il y a une demande, il y a même une nécessité hein, d'avoir des chargés de mission égalité à partir du moment où l'entreprise fait telle taille. Donc, c'est aussi des postes qui sont occupés. Et puis, on a tout le champ des personnes, je ne vais pas être exhaustive, hein, mais qui vont faire leur propre emploi en quelque sorte. Alors, qui vont créer leur micro ou leur entreprise, qui vont prendre le statut d'intermittent ou d'intermittente, par exemple pour se lancer dans le documentaire lié au genre ou le feuilleton radiophonique, le podcast beaucoup ces dernières années, dans la création de formations liées au genre, aux violences sexuelles ou sexistes, etc. Donc c'est des champs assez larges qui vont de l'emploi salarié jusqu'à la création de son propre emploi, de son propre institut de formation, par exemple. Et parfois, ça demande des petites formations complémentaires, par exemple voilà, en comptabilité ou des choses comme ça, qui sont des choses que nous, on ne fait pas dans la formation. C'est vraiment un spectre assez large et qui est en évolution constante aujourd'hui, et plutôt une évolution positive. Le diplôme est reconnu en Europe, en Belgique, par exemple? Oui, 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 en fait, il est voilà, accrédité en France et donc reconnu dans toute l'Europe. D'accord. On me pose la question sur le fait que la formation soit à distance. Si on est en situation de handicap, c'est plutôt, enfin, ce type de formation est plutôt avantageuse. Et est-ce qu'on peut le préciser dans sa lettre de motivation? Alors, bien sûr, ça dépend toujours du type de handicap, mais si on est dans cette situation-là, euh, bien sûr, on peut le notifier, mais j'invite surtout en amont de la candidature de se rapprocher du service handicap de l'Université d'Angers de façon à monter un dossier avec le pôle handicap.
Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on nous transfère en fait, non pas des informations voilà, personnelles ou confidentielles, mais une petite fiche de synthèse qui nous permet voilà, d'évaluer le parcours. Parce que des fois, pour telle ou telle raison, on n'a pas eu forcément le même type de parcours que les autres, etc. Et donc, c'est vraiment un plus que de passer par le pôle handicap dans la candidature, dans le processus de candidature. Donc, je conseille vraiment de se rapprocher de ce pôle-là. Je regarde juste une précision. Vous avez présenté les différentes unités d'enseignement qui composent le M1 et le M2. Il faut combien d'UE pour valider son M1 ou son M2? Il faut valider toutes les UE pour valider. C'est toutes des UE obligatoires, c'est pas des UE au choix. Ok. Est-ce qu'on peut faire en même temps partir en échange international, faire du Erasmus en même temps qu'on fait une partie du master? Oui, c'est possible. Généralement, c'est en M2 que ça se passe parce qu'en M1, le rythme est trop important et on a besoin vraiment de s'assurer de l'obtention des bases avant de partir à l'étranger. Alors, la plaquette d'information, normalement, est dans vos boîtes mail. Il y a certainement des questions que j'ai oubliées. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je vous demande juste d'utiliser le petit bouton lever la main qui représente une main. Et puis, vous levez la main, puis je vais distribuer la parole. Est-ce qu'il y a des questions qui restent encore en suspens, que je n'aurais pas abordées, que j'aurais oublié de relayer? Alors, j'ai vu que Aline posait encore une question là sur l'échange international. Est-ce que c'est au premier ou deuxième semestre? Généralement, c'est au deuxième semestre parce que c'est très long d'organiser un échange international. Donc, il faut vraiment s'y prendre en avant, voire déjà au niveau du M1. Et généralement, tout est finalisé plutôt au deuxième semestre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, Emma, bonjour. Vous pouvez allumer votre caméra, votre micro, et puis on vous écoute. Bonjour. Alors, bonjour. En fait, moi, je viens du... Et du coup, mon projet de mémoire tourne autour de ce domaine, notamment... Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Enfin, là, on ne vous entend plus. On vous entendait par intermittence. Allô? Oui, on vous entend. En attendant, on va prendre... Du coup, je disais, je viens d'une licence de psychologie. Peut-être Est-ce que vous... écrivez votre Ouais, question parce que écrivez votre ça va question être parce qu'on ne compliqué. l'entend pas. On va prendre la question. Alors, j'ai Boudiougou. Bandiougou. Excusez-moi, en fait, je vois que partiellement les prénoms. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ok. Rapidement, il y avait une interruption à mon niveau, mais il y a une question qui me concerne au fait précisément. Ça, c'est la candidature via la plateforme Campus France, rapidement là. À ce jour, moi, je suis dans un pays, effectivement, qui a signé une convention avec Campus France, au fait. Mais à ce jour, les candidatures sont fermées au niveau de Campus France, au fait. Donc, cela voudrait dire que qu'on laisse pour cette année et voir éventuellement, c'est pas trop. Elles sont fermées parce qu'elles ont, elles ont déjà eu lieu, vous voulez dire? Oh ouais, c'est déjà. Parce qu'à l'entend maintenant, moi, j'étais allé voir, on m'a fait comprendre que ça, c'est une formation à distance. Voilà, une formation à distance n'est pas. Le Campus France maintenant n'intervient pas pour les formations à distance. Bon, mais dans le détail après, je compris effectivement que cela nécessite 2 déplacements et voilà. Ouais. Ça complique Alors, un tout peu la situation. Mm. Alors, ce que je vous conseille, parce qu'effectivement, cette année, ça va être un peu le crash test avec cette nouvelle plateforme, c'est d'envoyer. Alors, vous pouvez toujours essayer de candidater via Campus, via Trouver mon master directement, mais je vous conseille d'envoyer la copie, enfin, d'envoyer votre dossier de candidature à Irène Deschaux et à moi-même.
en parallèle, c'est-à-dire en respectant les délais de candidature de trouver mon master, de façon à voir si c'est possible de vous intégrer, parce que vous n'êtes pas du tout responsable de la fermeture de Campus France en dehors des délais de trouver mon master. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de contacter Irène Deschaux. Là aussi, vous allez trouver son contact dans la plaquette d'information en lui expliquant votre situation et vous me mettez en copie. Et comme ça, moi, je pourrais voir avec elle pour vous transférer le dossier de candidature et voir ce qu'il est possible de faire en dehors de Campus France D'accord. pour cette année un peu bizarre. D'accord. Ça va, merci, je suis satisfait. Alors la question de Emma Boulin, c'était sur le fait qu'elle vient d'une licence de psychologie, qu'elle a fait un mémoire qui tourne autour des thérapies qui traitent des violences sexuelles et sexistes. Et elle nous met, je suppose que ce n'est pas vraiment adapté à ce master comme projet de mémoire. Bah si, pourquoi? Au contraire. En quoi les violences sexuelles et sexistes ne sont pas dans le champ des études de genre? Elles y sont, enfin, c'est pleinement, ça fait partie des sujets qui sont fréquemment traités dans notre formation, au contraire. Il y a même une UE spécifique autour des violences de genre. Alors peut-être que j'ai pas bien compris la question par écrit, hein. Auquel cas, je m'en excuse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas à vous servir du petit bouton lever la main. Oui. Alors. Émilie Blanchon. Bonjour. Bonjour. On va essayer de voir si ça veut marcher ce coup-ci. Du coup, en ce qui concerne les potentielles équivalences, alors moi, j'envisage du coup une reprise d'études. Alors là, je suis en train de reprendre des bases de psychologie un peu de manière en auto-formation. J'ai dans mon escarcelle une licence de biologie des organismes et un master 1 d'écologie qui vient de Toulouse et un master de gestion sociale de l'environnement et valorisation des ressources territoriales, mais qui du coup est un master pluridisciplinaire rattaché aux sciences sociales principalement, qui est délivré par l'université d'Albi, mais qui date de... J'ai validé en 2020. Voilà. Et du coup, en ce qui concerne les validations d'acquis d'expérience, que du coup, je pars des sciences dures, enfin de la biologie, de l'écologie, et j'ai fini par dévier en master en sciences sociales. Du coup, se pose la question des validations d'acquis d'expérience, en plus de mon expérience professionnelle depuis 12-13 ans dans la formation et de mes expériences bénévoles féministes, etc., de mes engagements par ailleurs. Et du coup, est-ce que toutes les validations d'acquis d'expérience ne passent que dans dans les modules, en parallèle de la candidature, ou est-ce que et c'est à ce moment-là qu'on sait que ça passe ou ça casse, ou est-ce que on a Non, on tous, peut tous avoir fait une en même petite temps. idée? Tout se fait Ouais. en même temps, mais au regard de votre profil, je vous dis, on avait on a des médecins hein, des fois, hein. Bon, en médecine, il n'y a pas vraiment de sciences sociales. Donc non, Oui, non, il oui, faut donc, faire voilà très consciencieusement votre dossier en montrant que vous avez par ailleurs voilà une expérience dans le champ associatif ou militant, personnel, etc. de telle ou telle chose. Et après, on étudie les dossiers. Voilà, c'est pas. Mais ça se fait aussi en parallèle de l'étude de votre projet de recherche qui nous donne à voir si oui ou non vous avez compris ce que c'était que les sciences humaines et sociales. Donc voilà, vous en faites pas plus que ça, mais valorisez dans votre dossier toutes les approches qui sont davantage dans le champ des sciences humaines et sociales. Ok, super, très bien, merci beaucoup. Donc, Emma Boulin a précisé sa question. Son sujet de recherche est vraiment un sujet de psychologie, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse en fait
à la pratique des psychologues qui pourraient proposer des thérapies en lien avec les violences sexuelles? Est-ce que ça modifie votre réponse, en fait? Non, 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 parce qu'on peut très bien étudier la réponse donnée par des psychologues ou la psychologie sociale ou des praticiens et praticiennes aux violences sexistes et sexuelles, c'est tout à fait possible. Que ce soit le champ pratique ou le champ théorique, on peut très bien l'analyser, effectivement. Du coup, c'est moi, Emma. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Oui, c'est mieux. Ah, super. Donc, en gros, pour préciser mon projet, c'est que je souhaite devenir psychologue et de faire un master en psychologie. Mais j'aimerais aussi faire ce master d'abord. Donc, mon projet final, c'est d'être psychologue dans tout ce qui est autour des thérapies sur les violences. Et du coup, est-ce que ça marche aussi comme projet professionnel pour rentrer d'abord dans ce master, puis après rentrer dans un master en psychologie? Oui, oui, tout à fait. D'accord, Et très bien. ça fait partie d'une forme de spécialisation. Après, ça vous ouvre pas le droit à être psychologue, mais par contre, ça vous Bien sûr, permettra de oui. valoriser votre spécialisation dans le champ du genre. D'accord, merci beaucoup. Deux petites questions encore sur le niveau d'anglais. Si on a passé son bac il y a très très longtemps, vous regardez les notes du bac. Ben, on regardera les notes du bac, même si c'est il y a très longtemps, mais sinon, c'est un niveau plutôt B2. D'accord, mais Voilà, pas de justificatif, hormis les notes du bac, quoi. c'est C'est ça. ce qui fait foi. Ok. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Et si on prévoit de faire le M1 en 2 ans, mais qu'en fait on avance plus vite, est-ce qu'on peut le valider en 1 an et puis postuler sur le M2? Oui, c'est possible. Ça arrive rarement, mais c'est possible. Il y a un petit peu, si j'ai bien compris, si je résume votre propos, il y a un petit peu de travail en M1. Oui, 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 c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Il y a du travail, quoi. Et puis, il y a aussi l'apprentissage de la recherche qui n'est pas forcément évident. Après, je dis ça par rapport au retour des étudiants et étudiantes, mais on survit à un master études sur le genre, hein, sans souci. Mais c'est vrai que des fois, on me dit, oui, bon, bah, j'ai un travail à plein temps, est-ce que ça va le faire? Bah, a priori, non. Mais il y a toujours des gens qui arrivent à tout faire en même temps, ce qui n'est pas mon cas, par exemple. Mais donc, on ne ferme pas non plus la porte aux personnes qui auraient un travail à temps plein et voudraient travailler d'arrache-pied chaque soir et chaque week-end. Mais ce qui est certain, c'est que c'est presque un temps plein, en fait, un master aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez rappeler aussi, pour finir, les périodes de stage de M1 et M2, vous l'avez dit tout à l'heure, mais Alors, pour le M de discrimination, c'est plutôt au deuxième semestre, parce que c'est là où vous avez plus de cours. Et pour le M1, c'est quand vous voulez. C'est plus facile à caser 70 heures. voilà. Et pour les bibliothèques, pour l'accès aux bibliothèques, si on habite à Rennes, est-ce qu'on a accès à la BU de Rennes? Ça, disons que tout le monde a accès, soit gratuitement, soit moyennant une petite somme aux bibliothèques universitaires proches de chez soi, quand on n'a pas le statut étudiant et étudiante. C'est un peu compliqué de vous dire absolument vous aurez accès à Rennes parce que ça dépend des doubles inscriptions et de toute une machinerie administrative. Généralement, en début d'année, au moment des inscriptions, on demande s'il y a voilà, des préférences pour être inscrite en deuxième inscription, parce que tout est centralisé à Angers, mais il y a une deuxième inscription dans une des autres facs partenaires. Donc on demande les préférences, on essaie de les honorer, mais des fois, pour des questions de quotas, c'est pas le cas. Et on fait passer prioritairement les gens qui sont boursiers ou boursières, par exemple, et qui ont vraiment cette obligation d'être inscrits dans telle ou telle fac. Mais bon, sinon, normalement, pour une somme assez modique, c'est possible d'avoir accès, c'est-à-dire de pouvoir emprunter des livres dans une bibliothèque universitaire partout en France sans être étudiant ou étudiante de cette université. Une dernière question. Est-ce qu'on attend de nous, demande Marie, que l'on sache comment fonctionne la recherche avant d'entrer dans le master ou justement les unités d'enseignement vont nous aider à poser les bases, quoi, pour nous guider? Disons qu'il y a plusieurs yeux de méthodologie qui sont là pour ça, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure. Après, ça dépend des parcours. Il y a des parcours où on fait déjà des dossiers de recherche en licence, par exemple, voire en L2 ou que en L3. Donc, c'est sûr que si on a déjà, à l'échelle d'une licence, fait quelques dossiers de recherche,
on est favorisé de ce point de vue-là. Mais au cours du master, et les UE de méthodologie et les encadrants, enfin les directions de mémoire sont là pour guider dans la bonne connaissance des attentes en matière de recherche. Le M1 étant une sorte de galop d'essai pour la pleine réalisation d'une recherche en Master 2. Plus finalisée, plus aboutie, etc. Voilà. Merci à toutes. On va s'arrêter là. Et puis à tous, on va s'arrêter là pour cette présentation. Vous avez la plaquette justement de présentation du master qui est arrivée dans votre boîte aux lettres, celle avec l'adresse avec laquelle vous êtes inscrite ou inscrit à cette présentation. On remercie encore Naïma Nafi, directrice de ce master études sur le genre, pour ces éclaircissements. Merci, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Cédric. Et donc bon courage, bonne rédaction de projet de recherche. À bientôt.